Et je ne vais pas tourner autour du pot. Moi, j'ai choisi de venir ici. J'ai une liste longue comme le bras, d'endroits où je pourrais aller, où les camarades disent « Ah ben bien, ça sera bien, etc. » Je viens parce que moi, j'aime Francis Parny. Voilà. Et je m'en cache pas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une affection de militants. Il y en a qui sont des militants parmi vous. Pas tous, hein. Militants, qu'est-ce que je pourrais trouver comme comparaison qui reste laïque? J'allais dire curé, mais ça concerne peu de monde aujourd'hui. Hein. C'est le gars, c'est la fille, quoi qu'il arrive. Il est là. Vous vous moquez d'elle, vous vous moquez de lui, le repas du dimanche, il casse les pieds à tout le monde. Oh non, pas ta politique, toi. Hein? Ou bien, oh, c'est pas ton Mélenchon. Il paraît que ça se dit maintenant. Ben, les pauvres parents, heureusement qu'ils sont pas là pour voir ça, les pauvres. Comme la mauvaise tête, hein. Et puis le reste de la vie, c'est toujours celle ou celui qui ne se résigne pas, qui n'accepte pas, qui voit une misère, qui voit une souffrance, qui voit quelque chose qui tourne par rond. Hop, il va devant. Et après, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire là-dedans? Mais il le fait. Ça, c'est le sel de la terre, les militants. Si vous n'êtes pas là, le monde s'arrêtera. Si vous n'y êtes pas, il n'y aura plus que la sauvagerie du monde, sa barbarie, l'indifférence des uns pour les autres. C'est vous qui toujours rallumez la petite flamme dans le cœur du voisin. Celle qui commençait à s'éteindre, elle se rallume. Parny, c'est son genre. Voilà. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que celui ou celle qui milite sur le terrain, il a devant les yeux la chose qui doit changer. Mais les gars comme lui, c'est pire que tout ce qu'ils ont à faire. Moi, je l'ai connu, Francis Parny, comme responsable du Parti communiste, chargé des relations avec les autres organisations. Alors là, vous vous mettez à 8 dans une pièce, c'est pas qu'on pose les armes en entrant, mais presque, et il faut avoir un art pour faire baisser la température, mettre les gens d'accord, des fois sur son dos, parce que lui, il est quand même responsable communiste, hein. Ça lui est arrivé, des fois, pour faire avancer les choses, de devoir céder sur ce qu'il avait prévu en entrant. Ça, c'est un art, mes amis, mes camarades. Quand vous en avez un comme ça dans une équipe, c'est très important de vous le garder. Il en faut des comme moi. Il en faut. Et plus. Si vous parlez clairement, tout le monde comprend. Celui qui n'est pas content, il sait pourquoi il n'est pas content. Moi, je ne fais pas des phrases à rallonge avec 3 fois pas, ne pas dedans, et à la sortie, vous ne savez même plus de quoi on parle. C'est pas vrai, ça? Vous avez qu'à écouter Delanoë, vous ne comprenez rien à ce qu'il dit. Je ne dis pas que je ne penserais pas que je pourrais avoir de l'ambition, mais qu'est-ce que tu as dit à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le, on te comprend si tu veux quelque chose. Dès qu'on est d'accord, on te le donne. Ou bien, pire que tout, le président de la République. On ne sait même pas ce qu'il fait là. Il se fait effacer régulièrement du tableau. C'est pas vrai? Non, mais je ne veux pas médire, moi je suis un homme simple, je le connais bien. Il est le président de la 5e puissance du monde. On se fait espionner 70 millions de conversations, il n'a rien à dire. Rien. Heureusement qu'il y a Mme Merkel, qui elle demande des comptes. Et pourtant, elle est droite celle-là. Puis vous payez tous l'addition de ses idées. Mais c'est pour dire. Bon, je ne vais pas m'attarder sur lui, on va perdre notre temps. Je reste Francis Parny. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de venir apporter ma contribution. On a besoin de moi pour faire campagne. Hein. Ma contribution, pour vous dire, il y a un rapport entre ce que nous avons fait ensemble, parce que j'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, qui a participé à sa façon à la campagne des élections présidentielles. Et vous savez comment on s'y est pris. On a construit patiemment, sans rien céder, à aucun moment, sur aucun sujet. Et en avançant, en construisant autour de nous et en donnant les petits signaux qu'il fallait donner. C'est ça dont je vais parler. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pas facile de devenir majoritaire, d'accord? C'est pas facile. Vous aurez contre vous toujours la même chose. Ceux qui râlent tout le temps mais ne font rien. Ou quand ça va vraiment très mal pour eux, alors ils arrivent. Ah ben comment ça se fait? T'as tout le temps en train de me dire pourquoi tu viens pas m'aider? Moi j'ai tel problème. Voilà. À ce moment-là où ils se rappellent. Où est le camarade? Où est le syndicaliste? Où est l'associatif?
Alors ceux-là, il faut les remorquer pour les amener à voter. Et ils râlent, et ils traînent les pieds. Mais enfin bon, les plus braves finissent par venir. Rigolez pas, des fois c'est vos propres parents, alors. C'est qu'on parle, hein. Non, oui, mais moi pareil. Hein. Et puis après, vous avez ceux qui se croient très malins. Ils font la théorie des jeux, vous voyez, ils calculent. Oui, mais M. Parny ne pourra peut-être pas être présent, alors donc il faut que je vote pour M. Machin qui poussera en plus M. Truc. De la politique politicienne, des calculs qui oublient l'essentiel. Que faisons-nous quand nous votons? Que faisons-nous? D'abord, nous assumons notre dignité. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des citoyens. Chacun d'entre nous est l'égal de l'autre quand se ferme l'isoloir et qu'il prend son bulletin de vote. Alors vous êtes le même, que vous soyez la femme ou l'homme qui est humilié le reste du temps ou que vous soyez le puissant Seigneur. Une personne, une voix. La dignité de la participation à la communauté politique, comme on dit, c'est-à-dire la communauté des citoyens. Le fait que nous sommes ensemble à former une société, cette dignité, elle commence à cet instant, lorsque vous avez votre bulletin. Donc, ce n'est pas un bulletin de jeu. Ce n'est pas une petite plaquette du loto. C'est quelque chose de fondamental. Vous avez réfléchi avant. Des fois, vous votez comme vos parents vous ont appris à le faire, et puis vous êtes devenus adultes et vous avez commencé à réfléchir vous-même. Et vos enfants vous regardent. Ils vous demandent ce que c'est, une élection. Ils vous voient ouvrir la grosse enveloppe où il y a tous les programmes. Vous les posez des fois sur la table de la cuisine, avant le repas ou après. Et on parle, le père et la mère, des fois les grands-parents, et on explique avec dignité à ses enfants pourquoi on a fait tel ou tel choix. Nous ne sommes pas des marioles. Nous ne jouons pas parce que nous n'avons que ça pour changer la vie, nos bulletins de vote. C'est imparfait, c'est incomplet, mais quoi faire d'autre? Est-ce qu'à la fin de la réunion, je dois vous appeler à prendre des bâtons et des fourches pour aller régler les problèmes? Vous savez bien qu'on n'en réglerait aucun comme ça. Nous n'avons que ça, le bulletin de vote quand il s'agit de faire de la politique. À le reste du temps, pour défendre notre dignité, nous n'avons que le syndicat et l'action collective syndicale. Pour nous, tout est grave, tout est sérieux. On ne s'amuse pas quand on fait de la politique. Et quand on réfléchit et quand on décide de venir passer une soirée ensemble comme ça pour se faire engueuler par le type qui est à la tribune, on dit mais nous on n'a rien fait, on est là. Pourquoi tu nous engueules nous? Je vous engueule pas, les gens. J'engueule la lenteur cruelle de l'histoire, l'obscurité féroce de ceux qui ne nous donnent pas le coup de main alors qu'ils devraient le faire. J'engueule cette chienne de vie qui n'avance pas. Je vois mon pays si riche, jamais aussi riche de toute son histoire. Pas seulement d'argent, il n'y en a jamais eu autant, mes amis. Jamais de toute l'histoire de France, il y a eu autant d'argent en France. Mais aussi d'êtres humains. Vous entendez sans arrêt dire toutes sortes d'horreurs sur l'école. Mais rappelez-vous que nous sommes le record du monde de production d'ingénieurs et de scientifiques pour 100 000 habitants, loin devant les États-Unis d'Amérique, loin devant le Japon, loin devant les Allemands, qu'on nous cite tout le temps en exemple. Le peuple français, qui a d'innombrables défauts, a la qualité d'abord d'être très mélangé. Première qualité. Ce n'est pas un peuple ethnique, ce n'est pas parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est catholique, parce qu'on est musulman, parce qu'on ne croit rien ou parce qu'on est juif qu'on est français. On est français parce qu'on participe à une communauté légale unique, une et indivisible. Et que comme nous décidons tous ensemble de la loi, alors elle s'applique à tous. Mais nous sommes riches d'un peuple qui, par son éducation, la diversité de ses entrées, de ses cultures, est capable de penser le futur autrement que bien d'autres. Puisqu'il ne se pense pas comme nous sommes ou des Noirs, ou des Blancs, ou de telle ou telle religion, mais des citoyens qui essayent d'organiser ce qui est bon pour tous. Pour tous, pas seulement pour soi. Et notre peuple va être le plus nombreux d'Europe dans les 25 prochaines années. Nous sommes un peuple jeune. Vous le savez, vous êtes dans une ville jeune. Vous savez ce que c'est qu'une ville où il y a des jeunes. On a besoin de tout. On a besoin d'écoles, on a besoin de soigner les mômes, on a besoin de les éduquer, on a besoin d'activités périscolaires, on a besoin de tout, on a besoin d'équipements collectifs, on a besoin de collectifs, c'est pas chacun pour soi, sinon on n'élèvera pas le niveau de nos enfants. Et comme nous allons être les plus nombreux,
Ben, c'est pas très difficile à comprendre, même si on ne comprend rien à l'économie, et je reconnais que c'est pas facile d'y comprendre quelque chose. Comme on va être les plus nombreux par la force des choses, c'est à cet endroit-là qu'il y aura le plus d'échanges, le plus de production, et donc nous serons encore plus riches. La question qui est posée, c'est où va la richesse? Comment est-elle partagée? C'est la question centrale, il n'y en a pas d'autre plus importante que celle-là. Mais je n'ai pas fini de mon introduction, vous êtes bien assis, hein? Parce qu'en politique, il y en a trois, je suis le troisième dans la longueur. Il y a Nasser, Castro et Mélenchon. Voilà. Et là-bas, vous avez au moins une personne qui vient pour la première fois à un meeting. Ça, c'est sûr, hein? C'est la première fois. Le petit pourra dire, oui, mais vous êtes grande, madame. Lui, il vient juste de finir son biberon. Hein. Alors, la première chose qu'on a à faire, mes amis, dans le moment, si je vous ai donné ces exemples que vous connaissez, parce que ça concerne votre vie, et j'ai pris l'exemple de Francis Parny pour illustrer cette idée. Chacun de nous, pour s'occuper de politique, peut faire quelque chose individuellement. Je vais vous dire quoi? Résister. Il y a des moments de l'histoire où il faut avancer. Nous savons où nous allons. Moi, je saurais quoi faire si on m'en confiait la responsabilité de ce pays aussi riche. Mais avant de dire on va faire ci, on va faire là, vous devez savoir qu'il faut résister. Et d'abord résister dans son cœur. Nous sommes des êtres humains. La première vertu politique, c'est de faire parler notre cœur. De refuser la barbarie, la froideur, l'égoïsme qui nous fait mépriser la misère des autres, ne tenir aucun compte de la souffrance, se désintéresser des autres. C'est le point de départ. Ce dont nous sommes par-dessus tout héritiers, en pensant aux générations du mouvement ouvrier qui nous ont précédés, la plus grande leçon qu'ils nous ont transmise, ce qui est à la base du communisme, du socialisme, de tout ce qui concerne la gauche, c'est le sentiment de solidarité. Je suis concerné par tout ce qui se passe autour de moi. Je suis concerné par tous les autres êtres humains. Aucune misère ne m'est extérieure. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. Les riches sont obligés de se cacher pour vivre heureux et ils ne sont pas heureux. Ils vivent dans des ensembles où ils ferment avec des murs, ils mettent leur propre garde autour pour se protéger de quoi? De qui? Du spectacle des autres. La première des vertus que nous devons pratiquer est la solidarité. La misère est contagieuse. La misère vous empêche de penser au lendemain. Parce que quand il s'agit seulement de survivre, c'est déjà assez difficile comme ça. Alors si en plus il faut s'occuper des autres, ça devient très difficile. La misère éparpille les êtres, elle les sépare. Et c'est là que l'ennemi arrive et répand son venin. Parce que si c'était en politique la question de savoir qui est le plus nombreux, c'est le peuple, c'est ceux qui vivent de leur travail, ce sont les classes moyennes et populaires, c'est eux les plus nombreux. Si les plus nombreux disaient nous sommes les plus nombreux et nous allons faire ce qui nous convient à nous, s'occuper tous ensemble de nos anciens qui doivent être correctement traités, s'occuper de nos gosses qui doivent être bien éduqués, soigner ceux qui sont malades, arrêter de travailler quand on n'en peut plus, pour vivre plus longtemps. Messieurs et dames les têtes d'œufs, des grands penseurs qui ont trouvé que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Personne ne leur a dit que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Ça n'aura même pas traversé le cerveau, si bien que comme dans toute l'Europe, ils ont décidé qu'on devait travailler plus longtemps, dans toute l'Europe, l'espérance de vie est en train de reculer. Donc dans 8 pays d'Europe. Et qui a l'espérance de vie qui décroît le plus vite, pas seulement en bonne santé, mes amis, pas seulement l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie tout court. Qui, à votre avis? Les ouvriers et les femmes. C'est-à-dire les maltraités de la société. Ceux qui ont les emplois les plus durs, les plus précaires, les ouvriers, les femmes. Et souvent, l'ouvrier mal payé, précaire, c'est une femme, c'est une ouvrière. 80% des smicards. 90% du travail précaire des femmes, des femmes, des femmes. Et c'est elles qui commencent maintenant à vivre moins longtemps qu'autrefois.
Ça, c'est le signal de la barbarie qui gagne dans la société. Jusque-là, on vivait plus longtemps et on améliorait la situation sociale des gens. On se soignait de mieux en mieux. Parce que la science, elle peut vous soigner de mieux en mieux. La science. Mais 20% de personnes décident qu'elles n'iront pas se faire soigner parce que ça coûte trop cher. Et comme ce sont des gens qui ont été éduqués à la dure, ils se disent je ne m'écoute pas, on dit comme ça, je ne sais pas si on dit comme ça à Garges, mais dans mon coin on disait comme ça. Il ne faut pas s'écouter. Alors on serre les dents. Ça fait mal, mais ça passera. Mais non, il faut se soigner. Et quand tu y vas parce que ça fait trop mal, à ce moment-là, tu es encore plus malade qu'avant. Et ça coûte plus cher à la société tout entière et à toi. Et si t'arrive malheur, tu nous manques. On ne le dit jamais, ça. Quand on parle de l'espérance de vie, quand on parle de la mortalité au travail. Comme si c'était que des chiffres. Mais non, ce sont des personnes. 565 personnes par an meurent au travail. 565. C'est terrifiant, plus d'un par jour. 2. Et cela manque à leur famille, à la société, parce qu'ils savent faire des choses. Ils ont un cœur, ils apportent quelque chose à tous les autres. Vous voyez? Quand on parle de chiffres, n'oublions jamais les personnes. Et le sens profond de l'action politique, c'est qu'on s'occupe des personnes. On vit de ça, comment s'organiser. Bon, résister, c'est résister à la bêtise. Chacun d'entre vous est une frontière contre la bêtise. Et la première des bêtises, le moment où le venin arrive, c'est de regarder l'autre et de dire celui-là il est bizarre, il n'est pas comme moi. C'est un arabe, c'est un musulman, ou bien, ça n'a pas de rapport, mais ça ne fait rien, c'est un Rom. Bref, c'est tout ce que vous voulez, c'est une étiquette, mais c'est plus une personne comme moi. Et je finirai par oublier que son fils a épousé ma fille, que ma fille a épousé son garçon, et que le petit qui est là, je suis son grand-père. Nous vivons ensemble, nos enfants s'aiment, et à leur tour, ils nous donnent des enfants. Nous sommes une seule société. Vous êtes devenus fous de croire qu'en montrant du doigt tel ou tel, vous allez régler quelques problèmes que ce soit. Nous sommes d'autant plus forts que nous sommes nombreux et unis, et non pas le contraire. Mais le poison est là. Je vous adjure de résister. Vous êtes des mauvaises têtes comme moi. Maintenant, il faut élever la voix. Ne laissez pas dire les horreurs racistes autour de vous. Ne laissez pas mépriser les pauvres. Bien sûr que les pauvres sentent mauvais. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Bien sûr qu'ils ne vivent pas comme nous. Parce qu'ils n'ont pas de toit. Ce que vous appelez une culture différente, ça porte un nom, la pauvreté. La pauvreté est un ennemi qu'on peut faire reculer. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Donnez-leur les moyens de s'occuper d'eux-mêmes et ils le feront. J'ai été élu local, je sais très bien ce que c'est qu'un camp de Rome. Je sais très bien tous les problèmes que ça pose. Je sais très bien à quel point ça peut énerver tout le monde. Mais le fond de l'affaire reste là. Ils sont en tout et pour tout 17 000 dans ce pays. Nous sommes 65 millions. Est-ce que tout ce que nous savons faire à propos de 17 000 pauvres qui ne savent ni lire ni écrire la plupart du temps et qui sont restés souvent ancrés dans des préjugés incroyables, est-ce que tout ce que nous savons à faire, c'est de les frapper, de brûler leurs maisons, de piétiner les jouets des enfants et de les arracher des écoles? Est-ce que c'est tout ce que nous sommes capables de faire? Non, bien sûr. Alors résistez. Ne laissez pas dire des choses insupportables. Et lorsque vos enfants se mobilisent pour faire revenir la petite Leonarda, je me fiche de savoir ce que son père a fait, sa mère, sa soeur, son cousin, peu importe. Je suis fier de voir nos enfants manifester pour que cette jeune femme revienne. Je suis fier parce qu'ils montrent qu'ils ont un cœur. Parce qu'ils montrent qu'il y a toujours une solution par le haut aux problèmes que nous rencontrons, plutôt que par le bas, plutôt que par la haine, le mépris, la violence. Si vous laissez la violence entrer par un bout, ne vous étonnez pas de la retrouver partout. Voilà de quoi on parle dans des élections municipales. Comment on vit ensemble et comment on fait qu'on tire de notre communauté une force. Vous avez entendu les personnes qui ont parlé à la tribune. L'un d'entre eux a dit que quelques-uns des jeunes avec lesquels il travaillait sont venus ce soir. Ils doivent se demander ce qu'est cet étrange personnage qui crie à la tribune. Mais bon, voilà, ça fait partie des traditions de la gauche.
L'élection municipale, pour nous autres, les gens de gauche, dans cette salle, il y a toutes les générations. Les plus jeunes ne savent pas, les plus anciens, des fois, l'ont oublié. Une élection municipale, pour un de gauche, c'est une vitrine, vous comprenez? On fait localement des expériences politiques et sociales qu'on ne peut pas faire autrement. Et on donne à voir. Et on dit, vous savez, on peut organiser la société différemment. D'ailleurs, regardez chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Je vais vous le redire, parce que j'ai quand même appris ça avant. Moi, je me rappelais d'une ou deux choses. Je me disais, mais j'ai commencé à militer dans les élections municipales dans les années 70. Je ne me rajeunis pas, hein. Mais je me rappelle ce qu'on disait. C'était le début du programme commun. Alors on disait, bon, on va vous montrer ce qu'on sait faire et quel genre de société on peut organiser. Et si vous nous faites confiance pour les municipales, vous verrez bien que ça marche. Et donc après, on pourra s'occuper du pays. Et par exemple, c'est dans ces époques-là qu'on a inventé le quotient familial. Tout le monde sait ce qu'est le quotient familial aujourd'hui. Bon, hein, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer. Bon, vous ne payez pas le même prix suivant vos revenus pour les prestations municipales. Alors on expliquait ça. Les gens disaient, oh là là. Je me rappelle d'un imbécile qui était de droite. Bon, c'est pas qu'ils sont tous imbéciles, mais celui-là, il était les deux, et c'est souvent le cas. Et alors, il me disait, mais monsieur Mélenchon, vous ne pensez pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire, le quotient familial, payer les choses différemment suivant les revenus? Quand vous allez chez le boucher, vous ne payez pas la viande différemment suivant votre revenu. Dommage, hein? Je dis non, c'est vrai. Mais d'une certaine façon, je la paye suivant mes revenus. On ne parlait pas des miens, hein, on parlait en général. Parce que si mes revenus ne sont pas suffisants, je ne mange pas de viande. Et le quotient familial, ça fait que, par exemple, tout le monde peut aller à la musique. Et pas seulement les enfants dont les parents peuvent leur payer. Vous allez au conservatoire, et ainsi de suite. Le quotient familial, ce n'était pas facile à expliquer. Hein. C'est d'ailleurs toujours pas facile à expliquer aujourd'hui comment ça marche. Mais bref, c'est pour dire, c'était formidable pour la première fois dans la tête des gens, comme la Sécu, vous cotisez, et puis après, vous êtes remboursé de la même manière, quelle que soit votre maladie. Hein, chacun selon ses moyens, et puis quand vous êtes malade, chacun selon ses besoins. Ça, c'est la base du socialisme en général, de l'idée socialiste, communiste, enfin appelez ça comme vous voulez, ou républicaine. Hein. C'est ça qu'on fait avancer. Mais je vais vous donner d'autres exemples que vous avez oubliés, j'en suis sûr. Les premières piscines municipales, ben, elles sont municipales. C'est des villes qu'on crée pour la première fois des piscines et que les gens ont appris à nager, y compris s'ils n'allaient pas au bord de la mer. Les premiers bureaux de chômage, pareil, c'est les communes de gauche qui les ont inventés, pour aider ceux qui étaient au chômage. C'était les premières caisses de solidarité, les communes, etc., etc. Combien d'autres choses? Par exemple, les HLM, c'était les habitations à bon marché. HBM, ça s'appelait. Les communes qui ont mis ça en place. Donc, quand nous commençons cette fois-ci, nous n'allons pas simplement dire qu'on est meilleur que les autres, ce qui est vrai. Mais, écoutez, je ne serais pas venu si ce n'est pas vrai. Mais bien sûr. Comment vous expliquez, bande de ballots, qu'avec une ville de gauche, vous vous retrouvez avec un maire de droite? La faute à qui? Pas à celui-ci. Non mais on peut raconter ce qu'on veut, mais pas de sa faute à lui. De la faute de l'autre. De celui du PS, qui n'a pas voulu de fusion de liste au deuxième tour. Et pourquoi il n'a pas voulu? Parce que c'est lui le chef. Et que les autres sont priés de porter ses sacoches. En baissant la bouche, en fermant la bouche et en baissant les yeux. C'est cette mentalité-là qui tue n'importe quel groupe humain, y compris les partis politiques. Ben ici, vous avez un parti socialiste qui ne vaut pas un clou. Vous ne pouvez le remettre d'aplomb qu'en lui mettant une bonne fessée. Dehors. On passe devant. Mais vous allez rendre service. Vous allez rendre service aux socialistes. Moi j'ai été socialiste assez longtemps, je peux vous dire. D'ailleurs, c'est vrai dans tous les groupes humains. Vous savez, des fois, il y a des querelles internes, on ne sait plus comment la finir. On ne sait plus, on se rappelle d'ailleurs même plus comment ça a commencé. Mais on s'enrage. Hein? Alors, tu m'as fait ça, alors je te fais ça, alors tu m'as fait ça, je te fais ça. À la fin, mais ok, mais un peu plus loin, s'il vous plaît, allez vous battre ailleurs. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils se battent entre eux, et vous êtes appelés à venir aider celui qui a gagné. C'est ça qu'on vous demande. Ce n'est pas une élection municipale. C'est un congrès du PS auquel on vous demande de participer. Un congrès local, en plus, c'est pas très intéressant. On vous demande de régler les problèmes à la place. Non. Non, 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 non. On respecte ce que vous faites, hein, mais vous faites ça entre vous et s'il vous plaît un peu plus loin. Ne nous utilisez nous, pas nous. Ne nous instrumentalisez pas pour ces histoires auxquelles d'ailleurs personne ne comprend rien, pour être honnête.
Sinon, il y en a un qui veut le pouvoir, qui ne veut pas que les autres l'aient. Mais c'est pas ça l'élection municipale. L'élection municipale, c'est qu'est-ce qu'on va mettre devant pour dire aux gens, regardez, d'abord on va mieux vivre ici ensemble, déjà on va commencer par demander l'avis de tout le monde, ça fera une différence. Si vous mettez cet homme comme maire de la ville, il ne va pas passer son temps à vouloir mettre tous les autres en rang, se taire et l'admirer, agiter tous les jours des palmes devant lui, hein, comme l'autre là. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'ai lu les documents, je sais où je suis hein, ici. Je sais qui est quoi là-dedans. Avant qu'on arrive, on vous dit, ah mais celui qui a gagné les Strauss-Kahniens. Mais qu'est-ce que c'est Strauss-Kahnien? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? C'est quoi le programme? Hein? Ouais, c'est la droite, quoi. Mais oui, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut dire les choses comme elles sont. Ça n'a pas d'idée sur ce qu'il y a lieu de faire, ça a juste l'idée qu'eux, ils savent mieux que les autres. Mais ça ne me dit pas ce que ça va changer à la vie des gens, comment on va s'y prendre. Parce que c'est ça qui vous intéresse à vous tous, et puis les gens normaux, c'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on va bien faire? Je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer des choses qu'on peut faire et qui font réfléchir. Parce que ça sert à ça pour un militant politique, pour un cœur de gauche, une conscience de gauche. Une élection, c'est un mot réfléchir. Et on aide les autres à réfléchir. Regardez, on a une idée, c'est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Réfléchissez-y. Au début, les gens disent, oh bah, gratuit, qui c'est qui va payer? Qui c'est qui va payer? Bah, tout le monde. Bien sûr. Celui qui dépense son eau en mes usages, il paye plus que celui qui est pour la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple, vous n'avez pas ça à Garches, mais dans combien de communes, moi je vois bien, je vois des piscines. Mais je pourrais avoir une piscine, hein. Mais je comprendrais qu'on vienne me dire, écoute, toi tu as une piscine, c'est pas pour boire l'eau qu'il y a dedans, on espère, bon, plutôt pour flotter dessus, hein. Donc c'est pas pour la boire l'eau. Ben oui, mais l'autre là il en a besoin pour la boire. Donc c'est normal que tu payes un peu plus. Bah oui, je veux bien. C'est un objet un peu luxueux, non? J'en suis conscient. Je pense que quand vous dites ça à n'importe qui, y compris un propriétaire de piscine, il le comprend. Les gens ne sont pas des bêtes. Sauf si vous allez leur dire, ah oui, mais toi tu as des droits que les autres ils ne veulent pas payer, ils ne foutent rien, c'est des feignants, gna gna gna, on connaît tout ça. Où sont tous ces feignants? Bien sûr, il y a toujours un feignant quelque part. Mais la masse de la société s'arrache la peau pour survivre. Travaille, est patient, économise, se prive pour ses enfants, pour sa famille. Ça n'existe pas, la vie qu'ils décrivent. Alors donc ceux qui ont le plus donnent le plus, et les premiers études sont gratuits pour tout le monde. Bon. Ça fait déjà au moins 1 heure que je parle, donc je vous échappez à un cours d'économie politique là. Chaque fois qu'on dit gratuit, les importants, les intelligents prennent une mine, mais offensés. Comment pouvez-vous être assez stupide pour croire que les choses peuvent être gratuites, blablabla. Mais là, je vais vous faire un cours d'économie politique. Je vais vous dire, le capitalisme tout entier, ça fonctionne sur la gratuité. Ah, vous ne le savez pas? Je vous l'explique. Vous allez au travail. Vous travaillez 8 heures. Vous avez produit, je vais dire n'importe quoi, des moteurs de bagnole, d'accord? Ils ne vous donnent pas la valeur des moteurs de bagnole que vous avez fabriqués pendant 8 heures. Vous êtes d'accord? Ils vous donnent 2 heures de la richesse que vous avez produite. Et tout le reste, c'est pour eux. C'est du travail que vous avez fait gratuitement. Le capitalisme, ça fonctionne sur la gratuité, mais une gratuité privatisée. Et nous, ce qu'on fait, on rend public et collectif la gratuité. Voilà, mes amis, ce que c'est. Pardon si ce n'est pas été assez clair. Hein. Ceux qui ont compris et qui trop aujourd'hui. Mais c'est la base de l'économie politique. Et dans la base de l'économie politique, c'est la politique et le rapport de force. Pourquoi? Celui qui vous a fait travailler 8 heures a la possibilité de vous donner que 2 heures, parce qu'il a le rapport de force. Hier, il y avait le président de l'Équateur qui nous a fait un cours d'économie. Lui, il est économiste et président de l'Équateur. Et il a expliqué ça. Il a expliqué pourquoi on pouvait faire autrement que l'économie capitaliste actuelle, dominée par l'austérité, etc. Mais il ne se contente pas de dire on peut le faire et de raconter des choses comme Mélenchon. Il le fait. Et lui, alors, il est traité comme le diable rouge, comme on est tous traités, comme moi, bon.
sauvages qui vocifèrent, qui hurlent. Vous dans la presse, vous lisez la presse, tout le monde est en train de s'entretuer dans les rues, et que la moitié de la population est en prison, personne n'est en prison. Mais il n'y a que 4,1% de chômeurs dans son pays. Et les donneurs de leçons, eux, ils en ont 27%. Ça ne les dérange pas. De donner la leçon aux autres, alors qu'ils échouent. Je ne vais pas m'écarter de mon affaire. Je vous ai parlé de la gratuité. Je vais vous donner un exemple maintenant qui concerne la démocratie. Vous êtes d'accord que si on fait avancer dans les esprits l'idée qu'il y a des biens gratuits parce qu'indispensables, on fait avancer les mentalités. Prenez le problème par l'autre bout. Ah non, 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 tout le monde paye. Bon, très bien. Et si on ne peut pas payer, qu'est-ce qui se passe? Ben quoi? Ben vas-y, puisque tu es si malin. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'eau. N'est-ce pas? 120 000 coupures d'eau dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez quelqu'un qui peut se passer d'eau? Je ne dis même pas pour se laver, comme être humain. Très bien, vous n'avez plus d'eau à la maison, vous allez où? Où elle est la fontaine publique? Où elle est la rivière où vous allez tremper votre seau? Où? Il n'y en a pas. Vous allez chez le voisin. Donc vous devez reconstituer une mini-solidarité en demandant la charité. Alors que votre dignité, c'est d'avoir accès aux biens communs. Donc il y a des biens communs, mes amis. Donc il y a des droits humains qui sont préalables à la société marchande. Avant même le droit du commerce et de celui qui a amené l'eau, il y a le droit de la personne à pouvoir boire. Parce qu'on ne peut pas vivre sans boire. Donc celui qui dit qu'il ne veut pas d'électricité gratuite, il dit qu'on peut couper l'eau. Pourquoi ne nous explique pas que font les gens qui n'ont plus d'eau? Ça, ils ne le disent pas. Nous, on répond au problème. C'est nous les réalistes. D'accord? Tout le monde a compris. Ça fait avancer l'idée de bien commun. Et ça fait avancer l'idée que nous sommes une seule et même humanité. Si tu ne le comprends pas, c'est qu'il y a longtemps que tu t'es pas lavé. D'accord? Ou alors qu'il y a longtemps que tu n'as pas bu de l'eau. Donc on comprend que tu ne comprennes pas. Bon. Mais c'est ça une commune que ça peut faire. Ça fait avancer les idées. Une fois que vous avez vu votre gosse, une seule fois, apprendre une langue étrangère à l'école, votre regard change sur la vie. La première fois que votre gamin revient à la maison et qu'il sait jouer du pipeau ou de la flûte, vous êtes content, parce que vous ne savez pas en jouer, et vous êtes content que quelqu'un lui a appris. Et vous voyez bien que votre gosse, il est meilleur après. Il fait attention à l'instrument de musique. Il commence à regarder ses partitions, à essayer de les déchiffrer. Il s'élève. Tout ce que nous faisons en commun et que nous partageons nous élève. Surtout le savoir. Le savoir, plus vous le partagez, plus il augmente. Eh bien, il en va de même, pardon, hein, avec l'amour, avec la gentillesse, avec la fraternité, avec la solidarité. Plus vous partagez, et plus il y a à partager. Parce que vous accédez, par ce moyen-là, à la vie de tous les autres. Bon, supposez que vous en avez eu un, maintenant que je vous ai bien expliqué cette affaire, le bien commun, et que j'ai pris un exemple. Là-dessus, vous élisez Francis Parny. Et en cours de route, on va prendre un autre exemple, ça va te porter la poisse. On en a eu un, et en cours de route, on change d'avis. Mais on a des raisons, hein. Non, je parle sérieusement, là. On a des raisons. On se dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je découvre? Ce monsieur veut faire un arrêt anti-mendicité. Ça, c'est pas le caractère de Francis. Hein. Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ou bien, il y avait, je sais pas moi, tel service municipal pour tous, ils vont supprimer. Ah, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien, je découvre en route que mon maire, il est quand même un peu bizarre, ou alors tout décider tout seul. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas ma conception. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'attends. La prochaine élection. L'autre, comme c'est un malin, 8 jours avant, il a trouvé une belle combine, bougez main, et hop, vous avez oublié 6 ans pendant lesquels il a fait ce qu'il voulait. Ça se fait beaucoup, ça. Hein. Oui. Alors, mes amis, il faut qu'on ait un pouvoir nouveau. Mais nous, les gens de gauche, il faut qu'on réfléchisse à ça profondément. Nous avons besoin de la stabilité des institutions. Pas changer les responsables comme ça tout le temps. Vous savez aussi bien que moi que ça ne marcherait pas. Ça serait la pagaille en permanence. Mais on ne peut pas non plus dire, ah ben voilà, c'est pour 6 ans, et rendez-vous dans 6 ans, et le reste du temps, vous restez à la maison. Vous n'avez rien à dire. Je fais ce que je veux. Non. C'est comme ça qu'on a eu une idée qu'on a empruntée à nos camarades de l'Amérique latine, qui eux-mêmes l'ont empruntée à certains États américains. Ça existe. C'est l'idée du référendum révocatoire. Révocatoire, ça veut dire pour révoquer. Révoquer, ça veut dire on arrête le mandat de telle ou telle personne. Donc, on fixe un chiffre et on dit, par exemple, Francis vous dira lequel, hein, l'engagement que nous on prend. Parce que ça, c'est pas dans la loi pour l'instant.
quand nous serons majoritaires et que nous gouvernerons le pays, il y aura référendum révocatoire pour tout le monde. Pour le maire, le président du Conseil général, le président de la République, et ainsi de suite. Référendum révocatoire possible pour tout. Alors s'il y a 5%, par exemple, des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, 5%, signent une feuille et disent oui, nous demandons un référendum révocatoire. Ça ne veut pas dire qu'on révoque, hein. Ça veut dire qu'on veut qu'on vote sur le sujet. Alors on organise un référendum révocatoire et toute la population est convoquée pour dire est-ce que le maire s'en va ou est-ce qu'il reste.